Fond de Latte. Une affaire criminelle de 2006 aujourd'hui. L'assassinat de Marcel Bouvard à Ladois-Sérigny, en Bourgogne. L'histoire très émouvante d'une vieille dame qui meurt sous les coups d'un jeune garçon de 21 ans qu'elle considérait comme son petit-fils et qu'il la tue pour toucher l'héritage, mais pas que, vous verrez. J'ai écrit cette histoire avec Christophe Dumazer. La réalisation est de Céline Lebrun. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Je vous emmène en Bourgogne, au milieu des rangs de vignes de Nuits-Saint-Georges et d'Alox-Corton, dans un gros bourg à environ 10 km de Beaune, Ladois-Sérigny. Le lundi 17 avril 2006, lundi de Pâques, vers midi, les gendarmes débarquent chez une habitante du village, Marcel Bouvard. Une habitante qu'ils connaissent bien, d'ailleurs tout le monde la connaît dans le coin, c'est la veuve de l'ancien maire, Charles Bouvard. Et s'ils viennent déranger Marcel comme ça de bon matin, un jour férié, c'est pour la bonne cause. Quelqu'un a trouvé son portefeuille dans un bois, il l'a rapporté à la gendarmerie, ils viennent gentiment le lui rendre. Pas de réponse. Mais comme le portail est ouvert, les gendarmes entrent dans le jardin. Et puis comme la porte du garage est ouverte elle aussi, ils passent une tête. Oh merde! Au pied de l'escalier du garage, un corps baigne dans une mare de sang. Une femme. Les gendarmes préviennent tout de suite leur chef. Oui, a priori c'est la propriétaire, Madame Marcel Bouvard, bien reçu? Affirmatif. Vous procédez au gel de la Seine et vous attendez l'arrivée de la SR de Dijon. À vous. Alors, examinons la scène de crime ensemble. Le corps gît au pied de l'escalier à environ 1 mètre de la dernière marche. Il est recroquevillé. Il présente des entailles importantes à la tête. La dame a perdu beaucoup de sang. Est-ce que ça pourrait coller avec une chute dans l'escalier? Marcel Bouvard avait 79 ans, elle a pu tomber. Elle vivait seule depuis la mort de son mari il y a 4 ans, elle est morte sans avoir pu appeler au secours. Eh bien non. Parce qu'il y a des gerbes de sang sur le mur, à l'angle de l'escalier. Des projections. Et ça c'est le signe qu'on lui a porté un coup, ou plusieurs coups, a priori sur la tête. Avec un objet genre masse ou gourdin. Bam, bam. Donc ça n'est pas un accident. C'est un meurtre. Les experts de la section de recherche de Dijon débarquent. Ils cherchent des traces de pas, traces ADN, empreintes digitales. Rien. Pas de désordre dans l'appartement au-dessus du garage. En revanche, les fils du téléphone ont été arrachés et dans l'entrée, il y a un vanity case vide. Est-ce qu'il contenait des bijoux? Ça se pourrait bien. Mais étrangement, la vaisselle, les tableaux, les bibelots, tout ça a une certaine valeur et tout est encore là. Et puis sur la porte, il n'y a pas de traces d'effraction. Comme si Marcel avait ouvert à ceux ou à celui qui l'ont tué. Dernière chose, il manque sa voiture. Une Laguna Break bleue. D'habitude, elle est toujours garée dans la cour. Elle n'est pas là. Le corps de Marcel est emmené à l'Institut médico-légal de Dijon. On pratique une autopsie. Le légiste identifie 14 plaies rien que sur la tête. Fracture du crâne, fracture des os de la face. Celui qui l'a tué n'y est pas allé de main morte. D'après le légiste, le tueur a utilisé un objet contondant comme on l'envisageait. Lourd, forcément lourd. On retrouve la voiture dans un bois, le bois de la Borne, à environ 5 km de Sérigny, complètement calciné. À l'intérieur, il ne reste rien, tout est cramé. Tout ce qui reste, c'est un gros bout de verre dans le coffre. Et là, coup de peau. En lisant le Bien public, le journal local, le lendemain, un pompier volontaire se souvient d'avoir vu une fumée dans la forêt, samedi dernier. Quelle heure était-il? Vous vous en souvenez? Ah ouais, j'ai regardé ma montre. Il était 7h30. Donc le crime a eu lieu le samedi avant 7h30. Or ce témoignage peut être recoupé avec un autre, une voisine de Marcel.
Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu le samedi dans son jardin. Il était 6h20, je crois. Et puis après, je l'ai plus revu. Donc, le crime a eu lieu le samedi de Pâques, entre 6h20, heure où la voisine l'aperçoit pour la dernière fois, et 7h30, heure où le témoin voit au loin la voiture brûler dans le bois. Une fenêtre de 70 minutes, 1h10. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Je résume. Le meurtre est commis en fin d'après-midi le samedi. Celui qui a tué était costaud. Le légiste dit que l'arme du crime était forcément lourde. On ne fracasse pas un crâne comme ça. Faut y aller. Comme il n'y a pas de traces d'effraction, on peut penser que Marcel a ouvert à son tueur. Elle le connaissait. Donc c'est sans doute un proche. Après le meurtre, on vole la voiture. On va la cramer dans le bois de la borne. Comment est-ce que le tueur fait pour repartir? Il est à pied. Sauf s'ils étaient deux. Donc, un proche, costaud, possiblement aidé par un complice qui était dans le coin samedi en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà ce qu'il faut chercher. Et là, coup de chance. Parce qu'un proche justement de Marcel Bouvard se manifeste. Fabrice, son petit-neveu, ou plutôt le compagnon de sa petite-nièce. Et voilà ce qu'il vient raconter. Je voulais vous dire, j'ai reçu un SMS, un drôle de SMS. Il y a écrit « On sait que c'est toi ». C'est ça le message. Je voulais vous prévenir, quoi. Et qui vous a envoyé ce SMS? Moi, je sais pas. C'est un 06 que je connais pas. Il n'est pas dans mon répertoire. Vous faisiez quoi, monsieur, le samedi de Pâques en fin d'après-midi? Le samedi de Pâques? Ben, j'étais à la maison. Quelqu'un peut en attester? Ben, non. Non, je réfléchis, personne n'est venu. Enfin, j'étais chez moi. Comment voulez-vous que je le prouve? Eh oui. Fabrice était venu aider l'enquête, il se retrouve suspect, forcément. Et sa femme aussi, d'ailleurs, qui est interrogée en ce moment dans la pièce d'à côté. Ils sont jeunes, ils sont proches, il est costaud, il a exactement le profil. On découvrira plus tard que le SMS provient de son beau-frère qui dit qu'il a voulu lui faire une farce. Bref. Alors maintenant, il faut que je m'arrête 2 secondes pour vous expliquer les affaires de famille des Bouvard. Marcel et feu son mari Charles, l'ancien maire, n'avaient pas d'enfant génétique. Mais ils avaient quelqu'un qu'ils considéraient comme leur fils. Je dis avait parce qu'il est mort lui aussi. Petit Marcel, un neveu qui s'était trouvé orphelin à 8 ans et qu'ils avaient élevé. C'est une histoire assez triste, parce que devenu adulte, petit Marcel s'est mis à boire. Il était marié, il avait 2 enfants, sa femme a fini par se barrer avec les gosses. Et puis un soir, il est allé dîner chez Charles et Marcel, il est sorti bourré comme un coin, il s'est tué dans un accident près du cimetière. Donc, à la mort du petit Marcel, qu'est-ce qui reste comme famille aux Bouvard? Eh bien, leurs 2 petits-enfants, qui sont en réalité leurs 2 petits-neveux, peu importe, les enfants de leur petit Marcel, Marie-Madeleine et Geoffrey. Quand on parle des proches des Bouvard, il ne reste plus que ces 2-là. Est-ce qu'ils voyaient leur grand-mère avant son assassinat? Eh bien justement non, ni l'un ni l'autre. Et pourtant Marie-Madeleine vit à Ladois-Sérigny, dans une maison qui appartient à Marcel, mais ils ne se voyaient pas. Depuis la mort du petit Marcel, et puis après celle de Charles, le grand-père, ils avaient tous les 2 perdu le contact avec Marcel. Il paraît que Marcel en était très aigri d'ailleurs, très. Dans le journal intime qu'on a retrouvé chez elle, elle écrit « Je suis seule au monde à jamais ». Douloureux constat pour une femme qui, n'ayant pas pu avoir d'enfant, se retrouve finalement seule au soir de sa vie. Après, il y a des gens qui disent qu'elle l'a un peu cherché, qu'elle n'avait pas la fibre mamie gâteau, qu'elle n'était pas tendre, qu'elle n'était pas généreuse avec ses petits-enfants, alors qu'elle avait les moyens pourtant. Et la preuve que ça bardait entre Marcel et ses petits-enfants réside dans le testament qu'elle a laissé. Elle laisse sa maison à Marie-Madeleine, une toute petite maison qu'elle a dans le village à Geoffrey, et tout le reste, une autre maison dans le bourg, ses 3 résidences secondaires, ses 2 vignes et tout l'argent qu'elle a sur ses comptes, elle le lègue à sa famille, à elle,
à des cousins. Alors que du vivant de Charles, il était question que les gamins héritent de tout. Elle a changé son testament sans le leur dire. Notez-le bien. Dans son journal intime, on trouve une phrase terrible. Ne rien laisser à Geoffrey. Marcel a déshérité ses petits-neveux. C'est ça, le contexte de cet assassinat. Et donc Fabrice, celui qui a reçu le SMS, c'est le compagnon de Marie-Madeleine. Et pour l'instant, vous avez compris, ils sont tous les deux dans le collimateur des gendarmes. Et Geoffrey, alors, le deuxième petit-neveu. Le plus jeune, il a 21 ans. Il habite dans le Doubs, à environ une demi-heure de la Doigt-Sérigny. Les gendarmes le convoquent à son tour. « Alors monsieur, que faisiez-vous le samedi de Pâques en fin de journée ?»« J'étais chez moi. J'ai pas bougé de l'après-midi. » Quelqu'un pourra le confirmer ? Oui. Ma copine Lucie, quand elle est rentrée, je sais pas, vers les 7 heures, j'étais à la maison. La copine Lucie est interrogée à son tour. Qu'avez-vous fait le samedi de Pâques, mademoiselle ? L'après-midi, je suis allé à la maternité, voir une copine qui avait accouché. Je suis allé avec un copain qui s'appelle Anthony. Vous êtes rentré à quelle heure ? Je sais pas, vers les 7 heures. Et Geoffrey était là ? Oui, il était à la maison. Donc, elle confirme l'alibi de Geoffrey. Mais elle peut mentir. Et donc les gendarmes vérifient auprès de cet Anthony avec lequel elle serait allée à la maternité. Dites-moi, monsieur, Lucie dit qu'elle est allée à la maternité avec vous, le samedi. Vous confirmez ? Oui, je confirme, oui. Elle dit que vous l'avez raccompagnée vers 19h. Est-ce que c'est le cas ? Ouais. Même qu'en chemin, on a croisé Geoffrey. Il était dans la voiture de son copain Johnny. Même que quand on s'est croisés, il nous a rattrapés. Il était furieux que j'ai passé l'après-midi avec Lucie. Il est jaloux. Alors il nous a tapé le scandale. Il a même voulu me coller un coup de boule. Intéressant. Ça veut dire que Geoffrey et Lucie mentent. Il n'était pas à la maison chez lui à 19h. Il était en voiture avec son copain Johnny. Là-dessus, les gendarmes se font remonter les fadettes de Geoffrey. Le relevé détaillé et géolocalisé de son portable. Ça prend toujours un peu de temps, mais le résultat est bien intéressant. À 18h30, le portable de Geoffrey accroche une antenne relais à Bonne, laquelle antenne arrose le village de la Doigt-Sérigny. Donc, Geoffrey était sur les lieux du meurtre à l'heure du meurtre. 21 ans, le quasi-petit-fils de Marcel. Elle a eu du nez quand elle a écrit, un mois avant d'être assassinée, dans son journal intime. Ne rien donner à Geoffrey. On de la raconte, la suite du récit. Alors pour quelle raison Geoffrey aurait-il tué sa quasi-grand-mère ? Ça coule de source. L'héritage. Il ne savait pas que Marcel ne lui avait laissé qu'une toute petite maison. Il pensait toucher le gros lot. Et l'enquête va révéler que Geoffrey est sans le sou, qu'il passe ses journées à fumer des pétards, qu'il n'a pas de travail, qu'il vient de se faire virer pour faute. Voilà le mobile, a priori. Il comptait sur l'héritage. Et maintenant, est-ce qu'il va avouer ? 1 mois et demi après le meurtre, Geoffrey, 21 ans, sa copine Lucie, 19 ans, et son ami Johnny sont placés tous les 3 en garde à vue. Geoffrey commence par nier en bloc. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Sa copine Lucie, en revanche, apparaît d'entrée beaucoup plus fragile. C'est une pauvre gamine qui finit par cracher le morceau. C'est Geoffrey. C'est Geoffrey qui a tué sa grand-mère. Retour dans le bureau où Geoffrey est en garde à vue. Jeune homme, votre amie Lucie vient d'indiquer sur procès-verbal que vous avez tué votre grand-mère, avec la complicité de votre ami Johnny qui vous aurait conduit sur place. Qu'avez-vous à dire là-dessus ? Il craque assez vite. Il raconte qu'effectivement, il a demandé à son ami Johnny de l'emmener chez Marcel en lui promettant une petite rétribution. Qu'ils se sont garés pas loin, qu'il a hésité,
et que c'est Johnny qui lui a dit. Allez, vas-y. C'est pas le moment de reculer, Geoffrey. Qu'il a mis des gants, qu'il est allé frapper. Elle ne l'aurait pas reconnu, figurez-vous. Ils sont allés parler dans le salon. À un moment donné, elle s'est levée pour aller chercher quelque chose dans le garage, des photos. Elle a pris l'escalier. Il l'a poussée. Bon, Tim, les licornes, ça existe? Non. Et le taïgo à partir de 159 € par mois, est-ce que ça existe? Hein? Mais je te jure, papa. On a souvent tendance à se tromper sur le prix d'une Volkswagen. En ce moment, profitez du Taigo à partir de 159 € par mois et de 2 mois de loyer offert. LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 4 500 €, puis 34 loyers de 159 € si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 mars dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Europe 1. On de la raconte, la suite du récit. Alors pour quelle raison Geoffrey aurait-il tué sa quasi-grand-mère? Eh ben ça coule de source. L'héritage. Il ne savait pas que Marcel ne lui avait laissé qu'une toute petite maison. Il pensait toucher le gros lot. Et l'enquête va révéler que Geoffrey est sans le sou, qu'il passe ses journées à fumer des pétards, qu'il n'a pas de travail, qu'il vient de se faire virer pour faute. Voilà le mobile, a priori. Il comptait sur l'héritage. Et maintenant, est-ce qu'il va avouer? 1 mois et demi après le meurtre, Geoffrey, 21 ans, sa copine Lucie, 19 ans, et son ami Johnny sont placés tous les 3 en garde à vue. Geoffrey commence par nier en bloc. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. Sa copine Lucie, en revanche, apparaît d'entrée beaucoup plus fragile. C'est une pauvre gamine qui finit par cracher le morceau. C'est Geoffrey. C'est Geoffrey qui a tué sa grand-mère. Ah, retour dans le bureau où Geoffrey est en garde à vue. Jeune homme, votre amie Lucie vient d'indiquer sur procès-verbal que vous avez tué votre grand-mère, avec la complicité de votre ami Johnny qui vous aurait conduit sur place. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Il craque assez vite. Il raconte qu'effectivement, il a demandé à son ami Johnny de l'emmener chez Marcel en lui promettant une petite rétribution. Qu'ils se sont garés pas loin, qu'il a hésité et que c'est Johnny qui lui a dit. Allez, vas-y. C'est pas le moment de reculer, Geoffrey. Qu'il a mis des gants, qu'il est allé frapper. Elle ne l'aurait pas reconnu, figurez-vous. Ils sont allés parler dans le salon. À un moment donné, elle s'est levée pour aller chercher quelque chose dans le garage, des photos. Elle a pris l'escalier. Il l'a poussée. Et après, il a attrapé l'arme du crime, un Jéroboam, une bouteille de 3 litres de vin, et bam! Il lui a collé des coups de bouteille sur la tête. Et après, il a simulé un cambriolage, il a coupé les fils du téléphone, il a volé les bijoux, et il est parti avec la Laguna rejoindre son ami Johnny, qui l'attendait près de la gare. Et ensemble, ils sont allés au bois de la Borne. Dans la boîte à gants de la voiture, Geoffrey dit qu'il trouve le portefeuille de Marcel, qu'il le vide, il y a 20 € et 2 carnets de timbre, et qu'il le jette. Et après, il brûle la voiture, et Johnny le ramène. Voilà. Il a tout avoué. Il va dormir en prison. Mais maintenant, il nous reste à comprendre pourquoi un gamin de 21 ans, un peu paumé, en est arrivé à tuer une vieille dame qui, quoi qu'il en dise, était un peu sa grand-mère, en tout cas celle que son père aimait comme une mère. L'héritage, c'est une explication. Mais ça n'est pas toute l'explication. Ça ne dit pas comment un gamin de 21 ans se retrouve à tuer une vieille dame à coups de Jéroboam. 14 coups minimum. Bim, bim, bim. Qu'est-ce qui peut expliquer cette rage? Au cours de l'instruction, Geoffrey ne va livrer d'explication qu'à une seule personne. La psychologue qu'on lui envoie à des fins d'expertise. Et c'est très intéressant. Geoffrey, du haut de ses 21 ans, tient sa grand-mère comme responsable de l'alcoolisme de son père, le petit Marcel. Elle le laissait boire, elle l'a laissé se détruire, elle l'a laissé détruire son couple. Il a gardé, Geoffrey, un traumatisme de l'alcoolisme de son père. Combien de fois c'est moi?
J'avais quoi, 6 ans 7 ans? Je lui disais, papa, conduis pas si vite. Papa, ralentis. Papa, garde ta droite. C'est horrible, il était bourré. Il conduisait comme un fou. Mieux, Geoffrey tient sa grand-mère pour responsable de la mort de son père. Vous vous souvenez que le père meurt dans un accident de voiture en sortant d'un dîner chez ses parents adoptifs. Elle l'a laissé partir sous. Elle l'a tué. Elle a tué son père. Voilà ce que pense Geoffrey. Et voilà donc ce qu'il dit à la psychologue. Pas au juge d'instruction, juste à la psy. Mais c'est une explication qui figure au dossier. Et on verra si les jurés de la cour d'assises y seront sensibles. Au passage, vous remarquerez que l'arme du crime devient pour le coup psychanalytique. Il tue sa grand-mère qu'il juge responsable de l'alcoolisme de son père avec un Jéroboam de vin. Comme dans toutes les enquêtes criminelles, une reconstitution est organisée, sur place, chez Marcel. Et elle est intéressante parce que Geoffrey change un peu de discours. Il laisse entendre que c'était un accident, qu'il était venu pour parler avec Marcel, que le ton est monté, qu'ils se sont empoignés, qu'elle est tombée dans l'escalier par accident, même si après il reconnaît que oui, il l'a frappé avec le Jéroboam. À part ça, l'enquête s'intéresse au rôle du copain de Johnny. Quel est son niveau de participation au meurtre? Il dit qu'il était dans sa voiture dehors, qu'il n'a rien vu, qu'il ne savait pas que Geoffrey voulait tuer sa grand-mère. Il prétend aussi qu'il n'a pas participé à l'incendie de la voiture. Sauf que le juge ne le croit pas et il décide de le renvoyer lui aussi devant la cour d'assises. Et Lucie aussi d'ailleurs, même si les deux restent libres dans l'attente du procès. Pas pour longtemps, parce que quelques mois plus tard, Lucie et Johnny, qui étaient censés ne pas se parler, ne pas se rencontrer avant le procès, se font pincer dans un accident de voiture, ensemble. Et du coup, Johnny, qui a violé les conditions de son contrôle judiciaire, se retrouve lui aussi en tôle. Dernière question avant le procès. Le meurtre a-t-il été commis avec ou sans préméditation? Est-ce que c'est un assassinat? C'est important, parce que si c'est un assassinat, Geoffrey risque perpétuité. Alors que s'il n'y a pas préméditation, il risque 30 ans de prison maximum. Arrivé au bout de son enquête, le juge d'instruction pense que le meurtre était prémédité, que c'est donc un assassinat, pour au moins 2 raisons. D'abord, dans les mois qui précèdent, Geoffrey a dit à plusieurs reprises qu'il allait s'en prendre à sa grand-mère. Il le dit notamment à Lucie, qui le répète. Donc il y pensait depuis longtemps. Et puis deuxième élément accablant. Quand il descend de voiture pour aller vers la maison de Marcel, Geoffrey enfile des gants. Alors il a beau dire depuis la reconstitution qu'il est allé la voir pour parler, qu'il ne voulait pas la tuer. Pourquoi met-il des gants, si ça n'est pour ne pas laisser d'empreinte sur la bouteille, sur le Jéroboam? Donc pour le juge, c'est clairement un assassinat. Et Geoffrey est renvoyé devant la cour d'assises pour assassinat. Et du coup, son copain Johnny est renvoyé pour complicité d'assassinat. Et Lucie est renvoyée pour recel, figurez-vous. Elle n'a pas participé au fait, elle n'était pas là, mais elle a récupéré les timbres qui étaient dans le portefeuille de Marcel. Un autre juge d'instruction aurait laissé passer ça. Pas celui-là. Ils seront donc 3 dans le box devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre un peu plus de 2 ans après le drame, pour 5 jours, devant la cour d'assises de la Côte d'Or, à Dijon. Drôle de procès. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a personne sur le banc des parties civiles. Personne. D'habitude, il y a toujours de la famille qui paye un avocat pour défendre la mémoire de la victime, pour demander au passage une réparation financière. Eh ben là, il n'y a personne. Le banc est vide. Et disons que ça joue d'emblée en faveur de Geoffrey. Vous voyez qu'elle n'était pas une mamie gâteau, cette Marcel, puisqu'il n'y a personne pour s'en souvenir. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit.
Voilà, j'ai trouvé cette affaire fort intéressante et pour la débriefer, je suis avec maître Samuel Estève du barreau de Dijon, qui est donc l'avocat au premier procès de Geoffrey. Maître Estève, un commentaire sur ces deux verdicts, 20 ans la première fois, 25 la deuxième, avec cette peine de sûreté des 2/3 qui change quand même beaucoup la donne. Bon, c'est l'avocat général qui a fait appel. Vous n'auriez pas fait appel. Non, bien sûr, bien sûr. Le résultat du premier procès était très satisfaisant. Hein. Si vous voulez, c'est difficile parce que j'étais pas au deuxième procès. Hein. Il avait changé d'avocat, donc je peux pas savoir ce qui s'est passé. Vous savez, la cour d'assises, c'est une alchimie complexe, spéciale. Hein. C'est un autre procès. Ça n'a rien à voir. On reprend tout à zéro. C'est un autre président, des autres magistrats professionnels, des autres jurés. Voilà. 20 ans la première fois, 25 la deuxième. Quoi qu'il arrive dans les deux cas, eu égard à la peine qu'il encourt, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, il y a un verdict d'une certaine clémence qui donc tient compte de circonstances atténuantes. Oui, alors c'est quand même deux verdicts techniquement tout à fait différents, puisque je rappelle que lors du premier procès, les 20 ans s'expliquent aussi par le fait que la Cour n'a pas retenu la préméditation. Donc ça, il ne faut pas évidemment l'oublier. Nous sommes redescendus, si je puis dire, sur une qualification de meurtre. L'assassinat a été écarté par les jurés. Écarté par les jurés. Donc c'était ça, moi, mon objectif, si vous voulez. J'avais une marge de manœuvre très étroite. Mais 20 ans au premier procès, c'est un verdict qui tient compte du contexte. Qui tient compte aussi du contexte. Mais oui, c'est un ensemble de choses, si vous voulez, qui ont convaincu les jurés. Encore une fois, c'est une alchimie compliquée. Le dossier papier, c'est une chose, et l'audience en est une autre, avec les gens qui défient à la barre, avec ce qui est dit par les uns et par les autres. Comment est-ce qu'on porte à l'audience? Écoutez, plutôt bien, plutôt pas mal, parce qu'il s'était beaucoup décrédibilisé, hein, Geoffrey. C'était ça aussi la difficulté. Il avait raconté beaucoup de sottises pendant l'instruction, donc il était très peu crédible. Donc on arrivait avec un handicap, c'est très très sérieux. Mais à l'audience, il était très bien. Il a été très bien et le temps avait passé, hein, bien sûr. Il était incarcéré, bien évidemment. Donc il a été très bien et ça aussi joué en sa faveur. Et puis évidemment le contexte que vous avez rappelé, hein, cette grand-mère. Alors c'est très délicat de parler de cela. Il faut être extrêmement prudent. Mais c'est vrai que elle avait un caractère spécial. Hein. C'était quelqu'un qui était peu aimant, quoi. Oui, peu aimant, on peut le dire. Et ça ressortait quand même du dossier, et avec en particulier ses petits-enfants, donc ses petits-enfants en adoption. Enfin, donc comme vous l'avez rappelé, les enfants du neveu de Marcel, du fils Marcel. du petit Marcel, du fils adoptif qu'elle avait. Voilà, il y avait quand même une personnalité très très particulière. Et finalement, ces petits-enfants, elle en faisait assez peu de cas. Et il y avait une rupture de contact. Alors, on peut aussi dire que les petits-enfants n'ont pas cherché à... Alors, Marie-Madeleine, c'était un peu particulier, parce que c'était un peu différent, parce qu'elle elle gardait le contact avec sa grand-mère. Elle louait la maison, déjà, donc elle payait le loyer. Voilà, ah oui, elle payait le loyer. Il n'y avait pas de véritablement de cadeau. Hein. C'était à la dure. On va revenir, si vous voulez bien, mettre dans un instant sur quelques points précis de cette affaire. Je voudrais vous poser une question avant la pub. Vous avez déjà vu, vous, un procès devant la cour d'assises sans partie civile? Ah non, c'est la première fois. Je vous le dis très clairement, c'est la première fois. J'ai fait un certain nombre de procès d'assises, évidemment. C'est la première fois que je voyais ça. Alors ça, c'est extrêmement marquant, hein. Évidemment. Hein. C'était assez surréaliste. C'est touchant, presque. C'était pas votre rôle d'être touché par la douleur de l'absence de cette famille, mais néanmoins, c'est touchant. C'est à la fois touchant, si vous voulez, puis en même temps, ça alimente l'idée que finalement cette grand-mère, parce que les cousins auraient pu venir. Hein, elle a quand même légué toute sa fortune à des gens qui ne sont pas venus. Exactement. Au procès de son assassin. C'est les fameux cousins dont je parle là. Donc il y avait personne, mais donc ça alimente aussi l'idée que cette femme, elle avait quand même une personnalité très particulière et qu'elle n'était pas, au final, elle n'était pas très aimée, quoi. Bien sûr. Voilà, c'est ça qui est assez clair dans ce dossier. Alors pourquoi est-ce qu'il ne fait pas état au fond du ressentiment qu'il a vis-à-vis de Marcel Bouvard, lié aux conditions de la mort de son père, lié à son alcoolisme, devant le juge? Pourquoi il ne le dit qu'à la psy? Vous ne lui conseillez pas de le dire au juge? Au début, si vous voulez, moi j'ignore aussi tout de ce contexte-là. Enfin, je n'ai pas les détails. Même à vous, il dit rien.
voilà, il ne me dit pas non plus grand-chose. Bon, au départ, il faut croire que la psy a su effectivement déverrouiller certaines choses chez lui. Vous savez, effectivement, on parle pas de la même manière à un juge d'instruction, hein, dans un bureau d'instruction, et à une psy qui vient vous voir en prison. Bon, je sais pas, c'est difficile à dire. En tout cas, il n'en parle effectivement qu'à la psy, qu'aux experts psy, bien sûr. Alors, au-delà de ça, évidemment, on comprend que ce gamin a souffert de la mort de son père, des conditions de la mort de son père, et de ses relations qui se dégradent avec sa seule famille, ses seuls ascendants qui sont les Bouvard. Mais en même temps, on est sidéré par la violence des coups donnés avec ce Jéroboam. Comment il l'explique au bout du bout? Si vous voulez, c'est aussi cette violence et cette rage, hein, parce qu'on peut parler de rage, qui s'est exprimée à ce moment-là, donc après la chute dans l'escalier, c'est cette violence qui peut, si vous voulez, être jugée incompatible avec le projet d'assassiner sa grand-mère, projet réfléchi. Bon, vous voyez, incompatible en quoi? Moi, je dirais compatible. Non, parce que si vous voulez, quand vous planifiez un meurtre, donc quand vous souhaitez assassiner quelqu'un, vous organisez alors, de manière plus ou moins complexe les choses, mais vous n'êtes pas dans la rage, vous êtes dans la réflexion. C'est d'ailleurs pour ça que la préméditation est retenue dans ce type d'hypothèse, une réflexion qui dure jusqu'à l'acte. Bon, et là, c'est une explosion de violence qui est finalement, en tout cas, je le pensais, assez peu compatible avec le meurtre planifié, réfléchi, raisonné. Vous voyez, il est où ce Jéroboam d'ailleurs, physiquement? Il est sur l'escalier. Il le prend? Il n'y aurait pas le Jéroboam, il n'a pas le Jéroboam. Et absolument. Exactement. D'abord, il vient sans armes, chez sa grand-mère. Donc c'est quand même pour tuer quelqu'un. Bon, en général, si vous voulez, on se médite quelque chose. Et évidemment, il ne pouvait imaginer trouver un Jéroboam dans l'escalier. La chute n'était pas prévue. Enfin bref. Donc tout cela participe finalement du côté un peu, j'emploie le mot avec des guillemets, accidentel, dont vous avez parlé. Effectivement, à l'audience, c'était un peu le thème. On est venu là-dessus. Parce que il vient certes avec des gants, mais on a pu convaincre la cour. Alors mes souvenirs. Je sais que vous avez tenté de convaincre qu'il avait enlevé les gants avant d'entrer. Oui, absolument. Oui, absolument. J'ai pas retenu ça parce que j'ai pas bien compris comment il pouvait le prouver. Ben on n'a pas prouvé. On n'a pas prouvé. Très clairement, on n'a pas prouvé. Mais ça a fait partie, en tout cas, des explications qu'il a données à l'audience. Ça allait avec effectivement la chute dans l'escalier qui pouvait être effectivement, en tout cas, sinon accidentelle, en tout cas pas voulu au départ par Geoffrey. Ils sont disputés au sujet de la sœur d'ailleurs, Marie-Madeleine. Ils se sont assis dans le salon, ils ont discuté. Et puis Madame Bouvard, donc tout ça c'est évidemment Geoffrey qui le raconte. Madame Bouvard a parlé de sa sœur en des termes très peu aimable, avec méchanceté au sujet d'un courrier qu'il avait adressé. Bref, c'est un petit peu ce qui a fait sortir Geoffrey de ses gonds. Et là, il explique qu'il veut partir, qu'il est extrêmement fâché, qu'il veut pas entendre ce qu'elle a à dire sur sa sœur, parce qu'il adore sa sœur. C'était vraiment extrêmement méchant. Donc il s'en va. Et là, elle veut le retenir. S'ensuit une scène un peu confuse. Elle est au bord de l'escalier parce qu'elle a voulu aller chercher des choses dans la cage. Donc, si vous voulez, elle le retient. Il y a une bousculade et elle tombe dans l'escalier. Voilà. Donc, c'était assez confus. Et sur le plan psychiatrique, il y a quelque chose qui peut expliquer ce coup de folie. Alors, justement, il est fragile. Dans l'escalier, il est fragile. Il est surtout immature. Il a pas, comment dirais-je, les outils. De la maturité, donc effectivement, il est fragile sur le plan de la personnalité. Il est drogué. Oui, il est drogué. Il fume du cannabis. Mais enfin, il semble qu'il en fume 20 par jour. Oui, non, mais c'est pas anodin, bien sûr. C'est pas anodin, mais ça n'explique pas la rage qu'il a eue à ce moment-là. Donc, si vous voulez, il la voit dans l'escalier et à ce moment-là, il descend et le Jéroboam est là. Mais voilà, évidemment, tout ça n'était pas prévu. Et là, effectivement, il perd pied totalement. C'est-à-dire que là, on est dans une explosion de violence totalement irrationnelle. Donc, on n'est plus du tout dans la réflexion sur le meurtre qu'on a pensé X temps à l'avance. Là, on est totalement dans l'explosion, dans l'irruption de violence, avec vous disiez, de nombreux coups portés sur cette pauvre femme dans l'escalier. Voilà. Donc tout cela fait que, si vous voulez, la préméditation, elle n'a pas été retenue, en tout cas, en première instance. En deuxième instance, oui. En deuxième instance, elle a été retenue. Elle a été retenue. Elle est revenue. J'ai pas trouvé de traces de la position de Marie-Madeleine
sa sœur. Quelle posture est-ce qu'elle adopte dans cette affaire, elle? Elle le soutient? Le soutien, non, enfin, elle soutient pas l'acte, évidemment. Elle soutient son frère, voilà, elle était présente à ses côtés, elle allait le voir. Hein. Elle aurait pu être partie civile, elle? Elle aurait pu être partie civile, mais... Elle n'a pas été. Elle l'a pas été. Alors bon, moi je veux pas faire de commentaires, c'est un peu ancien, j'ai pas des souvenirs assez précis, mais elle était aux côtés de son frère, elle aimait son frère, et finalement, évidemment, qu'elle trouvait l'acte affreux et qu'elle ne le justifiait pas et qu'elle le voulait pour cela, bien sûr. Mais elle ne l'a pas lâché, quoi. Non, il y avait quand même cette idée que voilà qu'elle comprenait aussi quelque part l'alchimie qui avait mené à tout ça. Voilà, je m'avance peut-être un peu, mais c'est un peu ça quand même, me semble-t-il. Dernière question, maître. J'ai trouvé un peu surprenant et d'ailleurs finalement 2 jurys d'assises me donnent raison, qu'on renvoie Johnny, le soi-disant complice, devant la cour d'assises. Alors encore plus Lucie devant la cour, agissant en tribunal correctionnel pour le recel de ses 2 carnets de timbres. Qu'est-ce qui lui est arrivé au juge d'instruction, là? Non, mais oui. Il a voulu faire un paquet cadeau? Non, mais disons que oui. Technique, si vous voulez, techniquement, bon, ça pouvait se justifier. Bon, il y avait des charges. Johnny, c'est parfaitement normal qu'il ait été acquitté, encore que c'est toujours risqué, hein. Une cour d'assises, vous savez bien que c'est... L'avocat général demande 8 ans. Oui, c'est évidemment aléatoire. Donc il y avait un gros risque. Mais enfin, quand même, le dossier était quand même très lacunaire, hein, s'agissant de Johnny. Bon, quant à Lucie. Alors Lucie, si vous voulez, c'est intéressant parce que cette gamine, elle avait en tout cas, c'est ce que j'ai soutenu. Je m'en rappelle bien de cela. Elle avait une certaine emprise sur Geoffrey. Elle le manipulait, hein, un petit peu comme une marionnette. Donc il lui a mis les timbres pour la mettre dans l'eau en se disant elle n'est pas tout à fait blanche, quoi. Il y avait cette idée qui ressortait du dossier qu'elle avait eu une influence sur lui parce que c'est pour elle, hein, qu'il voulait de l'argent pour la couvrir de cadeaux. Il y avait cette idée-là derrière. Donc elle était un petit peu, elle n'avait pas été complètement inactive, si je puis dire, dans cette affaire. Mais évidemment, elle n'a pas participé naturellement à cet acte terrible, bien sûr. Mais elle avait un rôle s'agissant du comportement général de Geoffrey, de son envie d'argent, de son envie de réussir à la couvrir de cadeaux, à l'emmener voyager. Enfin, il y avait toute cette idée-là derrière. Et Lucie était finalement assez complexe comme personnage. Mais bon, cela étant, la renvoyer pour des timbres, effectivement, je suis d'accord avec vous. Ça tient pas debout. Maître Estève, merci. Vous avez été un bon avocat dans ce dossier, puisque vous obtenez 20 ans pour votre client. Merci, vous étiez en direct de Dijon où vous exercez votre métier. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.